Once again, thank you so much, everybody, for joining, and welcome to this webinar on data-driven integrated flood management. My name is Amrita, and I am from the We Robotics team as a drone and data insights specialist. I am joined by a few of my colleagues here, Mafon and Ken, and as well as Elsa. And today we will be having an insightful presentation by some of your very own from Senegal. We have Mati from Senegal Flying Labs. We have Mr. Soda Ndiaye, who's our GIS officer at DPGI, Madik Sise, as well as Hamidou Konate. For those of you asking for a translation, don't worry, the webinar will be in French, and I will be now giving over the mic to our presenters. So once again, thank you so much for joining. Thank you, Amrita. I'm going to share my screen rapidly. Can you see my screen? Yes. Yes, we can. Okay. So thank you, Amrita, for this introduction. I'm Olivier Léa. I'm head of operation at Senegal Fly Labs, and I would like to humbly thank all participants who have joined us today for this webinar, which we hope will be enriching and informative. So as Amrita said, I'd like to mention that the webinar will be conducted in French, but during the time for question, discussion, answer session, the question can also be asked in English. We will ensure that response to this question are translated to ensure an optimal understanding for all participants. So before I leave the speaker start the presentation, I will switch in French. So bonjour à tout le monde. Moi c'est Olivier Léa, responsable des opérations au niveau de Senegal Fly Labs. Aujourd'hui, nous allons présenter, comme le sujet l'indique, c'est la gestion intégrée des inondations, une approche data-driven pour le développement durable. Donc, cette présentation est co-organisée avec le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement, donc plus précisément la DPGI, qui est la direction de la prévention et la gestion des inondations, et également le Senegal Fly Labs. Donc, avant de commencer, je vais juste introduire rapidement en 2 slides qu'est-ce que le concept des réseaux Fly Labs et qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que le Senegal Fly Labs lui-même fait au niveau du Sénégal. Juste après, je passerai la parole à nos partenaires de la DPGI qui vont introduire justement tout ce qui est lié à leur méthodologie, leur approche sur comment est-ce qu'ils gèrent, ils luttent contre l'inondation, que ce soit en prévention ou de manière curative. Ils parleront de leur approche, de leur méthode, et par la suite, nous allons, ma collègue de Senegal Fly Labs va introduire comment est-ce que les données aussi optimisent leur méthode et quels sont les résultats que nous avons. Donc, très rapidement, en 2 slides, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau Fly Labs, c'est une communauté je vais dire, d'ingénieurs, de techniciens, de professionnels, d'innovateurs qui, à travers les technologies robotiques, notamment les drones, nous tentons de répondre aux défis de développement durable dans les régions respectives. Aujourd'hui, tout le réseau s'étend environ sur plus de 30 pays. Ici, vous pouvez voir qu'on serait présent en Afrique, en Asie, en Amérique latine, Pacifique. Voilà, donc dans chacun de ces pays,
les projets et les thématiques ne sont pas les mêmes. Elles sont vraiment adaptées à l'écosystème local. Pour dire que quand je vous parlerai de ce que le Sénégal Fly Lab fait, par exemple, au niveau du Sénégal, ce n'est pas forcément lié à ce que, par exemple, le Kenya Fly Labs fait de son côté ou Madagascar. Donc, pour dire que les projets vont avec l'écosystème local et également les priorités qui les définissent. Mais le socle lié ensemble, c'est que ça se fait tout le temps en misant essentiellement sur l'expertise locale. En général, les Fly Labs dans tous ces pays se concentrent généralement sur 4 secteurs d'activité. Donc, on est vraiment sur, on parlera de la santé, de l'aide humanitaire. Comprenez que dans l'aide humanitaire, on peut avoir des zones de conflit ou de catastrophes naturelles comme ceux dont on parlera tantôt au niveau des inondations, et également l'environnement et le développement économique. Donc, l'un des aspects importants que le réseau tient à cœur, c'est vraiment le transfert de compétences dans toutes ces régions où ils interviennent pour un renforcement de capacité, encore une fois, de capacité locale. Donc, on ne se limite pas à apporter des technologies, des techniques, des concepts, mais nous insistons sur la formation des acteurs locaux à utiliser de manière autonome et durable tout ce qu'on leur a appris. Nous pensons que ce modèle, en tout cas jusqu'à présent, porte beaucoup ses fruits et c'est ce qui nous distingue voilà, de tout le secteur. Alors, pour terminer, pour parler du Sénégal Fly Labs, donc au Sénégal, on a plusieurs types de projets différents sur lesquels on travaille. Donc, encore une fois, c'est vraiment du plaidoyer que nous faisons pour amener tous les secteurs d'activité, tous les acteurs à pouvoir optimiser leur secteur d'activité qu'ils font déjà, mais avec les outils qu'on pourrait amener comme les drones, par exemple. Et les secteurs d'activité sont divers. Donc, pour le Sénégal, les secteurs phares sont généralement, vous aurez reconnu, l'agriculture. Je ne sais pas si vous aviez eu la chance de participer à l'un de nos derniers webinaires, justement, qui portait sur l'agriculture. Donc, on avait rassemblé pratiquement plus de 80% de tous les acteurs locaux et même dans l'ADP de la sous-région qui sont des acteurs dans l'agriculture et qui, en assistant au webinaire, ont pu voir tous les types d'applications qui peuvent être faites dans leur secteur d'activité pour pouvoir voilà, optimiser leur activité. Donc, on peut avoir l'agriculture, on a plusieurs autres secteurs. Ici, j'ai voulu mettre en exergue un dernier projet que nous avons eu. Par exemple, nous accompagnons dans les projets de recherche une entité étatique dans le pays pour, par exemple, pour faire des recherches, à les aider à pouvoir détecter dans leur réseau hydraulique souterrain tout ce qui pourrait être dégâts ou fuites au niveau de leurs installations souterraines, on va dire. Donc, voilà, il y a des installations à plus d'1 mètre du sol qu'on puisse détecter est-ce qu'il y a des problèmes ou pas, où est-ce que ça se trouve. Donc, voilà, c'est des projets comme ça. J'ai voulu mettre aussi quelque chose que nous faisons aussi avec une autre entité qui appartient toujours à l'entreprise mère qui est Crant, qui est Sénégal Drone Academy, qui, elle, accompagne les professionnels toujours pour une méthode un peu plus durable. C'est de pouvoir doter certains secteurs d'activité de l'expertise d'utilisation des drones afin qu'ils puissent être autonomes et pouvoir voilà, travailler sans être tout le temps accompagnés par nous et bref, qu'ils soient autonomes. Et en dernier, il y en a plein d'autres, je ne vais pas faire tout le tour, également des programmes de STEM pour les jeunes, voilà. Donc, je vais me limiter à ça. Je vais rapidement passer la parole à Monsieur Konaté. On a tenu à partager cette petite vidéo en introduction. Avant que Monsieur Konaté, je le laisserai se présenter, qui interviendra et vous expliquera justement tout le sujet de la présentation. Là, c'est une vidéo qui a été prise, je ne sais plus en quelle année exactement, mais il n'y a pas très longtemps. Elle est prise au Sénégal, la zone de Kermassar. Donc, vous remarquerez que c'est une zone totalement inondée. Alors, la question, c'est pourquoi cette zone a été construite? Pourquoi elle a été construite là, pourquoi ils n'ont pas eu les informations qui auraient pu leur indiquer que ce n'était pas une zone à construire. Qui faut-il approcher pour avoir ce type d'informations? Quel type d'informations ils récoltent? Comment elles sont récoltées? Comment elles sont présentées?
à quoi elles peuvent servir, comment elles peuvent emmener les décideurs à prendre de la bonne décision au niveau de la prévention pour ce genre de zones-là, parce qu'effectivement, c'est des zones qui, avant le changement de la pluviométrie climatique, n'étaient pas inondées, mais il y avait une méthode pour pouvoir, pour savoir que ça aurait pu être une zone inondable. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci encore à tous de participer à ce webinaire et je sais qu'il sera très enrichissant pour vous. À la fin de cette vidéo, je passerai la parole à Monsieur Konaté. Allô, bonjour. Est-ce que vous me Bonjour. recevez? Oui, on vous reçoit à 5 sur 5. Je vous laisse la parole. Voilà, moi c'est Madické Cissé, je suis le directeur de la prévention et de la gestion des inondations. Alors, j'avais demandé à Konaté de conduire ce webinaire-là à ma place parce que j'avais une réunion avec le directeur du cadastre et je ne comptais pas terminer avant 11 heures. Heureusement pour moi, donc je vais en profiter. Mais néanmoins, je voulais juste d'abord peut-être placer quelques mots introductifs et laisser Konaté dérouler pour le compte de la direction. À mon nom personnel, je voudrais d'abord remercier Académie, comment ça s'appelle, Drone au Sénégal, n'est-ce pas, pour tout ce qu'ils font également pour le développement de ce pays à tous les niveaux. Hein. Nous-mêmes, nous avons déjà bénéficié d'une formation en drone de l'ensemble du personnel technique et cette collaboration-là va se poursuivre encore pour mieux mettre en valeur les données que nous avons déjà acquis. Et je voudrais également, par la même occasion, féliciter Sénégal Lab, hein, qui est également un membre très dynamique dans cette recherche du savoir et dans la pérennisation également de la recherche et du développement. Encore une fois, la direction de la prévention et de la gestion des inondations, à mon nom personnel et au nom de tout le personnel, félicite Académie de Drone, Sénégal Lab et surtout également, comment on l'appelle encore, Oui Robotique. Hein. Encore une fois, nous restons à votre disposition et nous restons également très attentifs sur ce qui va ressortir de ce webinaire. Pour ce qui est de la direction de la prévention et de la gestion des inondations, très rapidement, c'est une direction qui est créée en 2019, mais auparavant, il était dans la lutte contre les inondations depuis 2005, avec l'ancien projet de construction des logements sociaux et de lutte contre les inondations et les bidonvilles. Donc, ce n'est qu'en 2019 qu'on l'a érigé en direction nationale pour mettre l'accent sur la prévention. Et sur la prévention, aujourd'hui, force est de noter que la direction a fait des pas d'éléphant. Nous sommes arrivés aujourd'hui à améliorer la connaissance du risque d'inondation à partir de la cartographie des zones inondables et du risque d'inondation sur l'ensemble du territoire, mais exclusivement sur 7 zones pilotes avec plus de 29 villes. Donc ça, aujourd'hui, d'un commun accord, à l'échelle mondiale, ces données-là sont d'une précision inégalable par rapport à beaucoup d'autres données. Et on n'est pas arrêté simplement à la cartographie. Hein. Nous sommes également dans le domaine de la recherche de solutions, n'est-ce pas, avec des solutions douces, des solutions grises, des solutions basées sur la nature, à partir toujours de ces données-là. Mais également, toujours dans la gestion, il y a la mise en place d'un radar météorologique qui aujourd'hui nous permet 3 heures à l'avance de nous dire à peu près quelles seront les quantités d'eau exactes qui vont s'abattre dans telle localité exacte à Dakar. Et la combinaison de la quantité d'eau qui risque de tomber sur un quartier donné, avec les données de la cartographie que nous avons, nous pouvons déclencher très rapidement une alerte précoce pour dire que, attention, il va falloir fermer aujourd'hui l'axe tel parce que tout simplement, on aura des vitesses d'écoulement très importantes qui pourraient amener beaucoup de voitures dans des situations inexplicables. On pourrait demander également au ministère de l'Intérieur de fermer certains axes de la circulation parce que tout simplement les vitesses d'eau seront très importantes. Mais également donc, demander également aux services qui gèrent les infrastructures tels que l'ONAS, décréter les bassins de stockage avant même que les pluies arrivent.
Et là également, nous avons un système de télégestion, un système de GMAO qui nous permet aujourd'hui de surveiller l'ensemble, la plupart des bassins de stockage qui sont à Dakar et dans certaines zones à haut risque d'inondation. Donc, en gros, je vais laisser Amidou peut-être revenir en détail sur l'ensemble de la cartographie, sur l'ensemble des solutions structurelles et non structurelles, mais également sur la prévision et la prévention avec le radar, avec le système de GMAO, le système de télégestion, et il sera complété également par notre expert en informatique cartographie, Serine Sorendiaï. Voilà en gros quelques mots que je voudrais peut-être placer. Encore une fois, réitérer mes remerciements et mes félicitations à l'ensemble des acteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est bon? Merci. Amidou? C'est bon, M. Konaté, vous pouvez prendre le relais. C'est bon, voilà. Bonjour Olivier, merci beaucoup. Donc, nous remercions donc Sénégal Drone pour cette initiative donc qui permet d'échanger avec la communauté. Parce qu'au regard de ce que vous avez montré, quand on regarde un peu la vidéo que vous avez déroulée, je pense que c'était en 2020 à Keur Massar, on voit toute la problématique. J'ai l'habitude de dire qu'en fait, c'est un fléau qui n'épargne aucune couche sociale du Sénégal. Soit vous êtes directement touché ou indirectement, vous avez un parent qui fait face à ce fléau. Et à peine on sort de l'hivernage qu'on doit refaire face encore. Donc là, si on regarde derrière nous, peut-être qu'il y a certaines zones qui viennent à peine d'être traitées et que déjà présent, on passe à l'hivernage prochain. On est au moins presque en fin février, début mars. Donc c'est une problématique non seulement au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de la sous-région et même au niveau international, vous l'avez montré dans votre présentation. Je pense que donc sur le plan de la présentation, donc je pense qu'on a consommé un peu de temps. On avait prévu de faire ça sur 15 minutes. On va essayer d'aller vite pour respecter le timing qui nous a été accordé. Donc sur ce fait-là, je pense que vous pouvez passer sur ce slide-là qui déroule un peu le plan de présentation. Donc je pense qu'on peut faire l'économie de ce contexte qui est là, que nous savons. Donc voilà, et les défis aussi. Je pense que les défis, le directeur en a parlé. Donc c'est vraiment de renforcer la résilience des populations. Sur la DPG aussi, sa création, ses missions, je pense qu'on peut passer. Il est revenu là-dessus aussi. Je pense qu'on peut faire l'économie de ça, Olivier. Voilà, donc face à ce fléau, donc, comme vous le savez, il y a plusieurs partenaires qui interviennent dans la gestion des inondations. Vous avez plusieurs acteurs. Donc, quand on parle d'inondations au Sénégal, le plus souvent, vous avez ONAS, DPGI, l'Office national de l'assainissement, la direction de l'assainissement, la DGPRE, la direction de la gestion de la planification des ressources en eau, pour tout ce qui est suivi des cours d'eau. Vous avez la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la BNSP, pour la gestion de l'urgence. Donc, il fallait... Et au début des années 2000, il y a plusieurs initiatives qui ont été conduites par l'ensemble de ces acteurs. Et 10 ans après, vers les années 2012, les acteurs se sont regroupés pour faire un peu le bilan, pour se dire un peu qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'il faut redresser, quels sont les défis qui s'adressent à nous. C'est dans ce cadre-là que les acteurs ont pu mettre en avant qu'il y avait un défi. Parmi ces défis, il y en a plusieurs, mais je pense que pour rester dans l'objectif de ce webinaire, c'était celui qui est lié à améliorer la connaissance sur le risque. Améliorer la connaissance au niveau des réseaux. Quand on prend le Sénégal, tout ce qui est cours d'eau internationaux, fleuve Sénégal, fleuve Gambie, c'est des cours d'eau qui sont assez connus. Mais tout ce qui est cours d'eau intérieur, donc c'est des cours d'eau qui sont très peu connus. Donc il faut adresser ce défi-là. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Sénégal a initié un projet qui s'appelle le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal. Donc, avec l'accompagnement de l'AFD et du Fonds vert climat. Donc, j'insiste là-dessus pour dire qu'au niveau international aussi, on a des instruments financiers qui accompagnent les pays en voie de développement pour vraiment réduire la vulnérabilité, favoriser la résilience dans un contexte de changement climatique. De manière globale, donc, le PGIS est structuré sur les axes du cadre de Sendai.
Donc, c'est les 4 composantes. La composante 1 sur la connaissance du risque, la 2 sur la vulnérabilité, réduire la vulnérabilité, la composante 3 sur prévenir le risque et la 4 sur la gouvernance. Mais pour rester sur le webinaire, donc, on va juste aborder la première composante. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, suivant. Alors, donc, comme on l'a indiqué, pour vraiment adresser ce défi-là, la première activité, c'était d'acquérir un modèle numérique de terrain avec une précision plus meilleure que ce qui existe. Pour ceux qui participent, peut-être que voilà, ils savent que quand vous allez sur le net, vous pouvez trouver des modèles numériques de terrain avec des précisions qui vont de 30 à 50 mètres. Et donc, le premier travail, donc, la précision laisse à améliorer. Donc, dans le cadre du projet, nous avons acquis ce modèle numérique de terrain, ce MNT, qui couvre l'ensemble du territoire national. Comme vous le voyez, on a une meilleure précision sur tous les cours d'eau intérieurs et même sur la délimitation géographique des bassins versants et de leurs sous-bassins. Et à partir de là, sur la slide suivante, on s'est posé la question d'une analyse du risque au niveau national avec cet outil. Donc, avec cet outil, nous avons fait entrer, slide suivant, plusieurs paramètres, hein, occupation du sol, les données de la DGPRE sur le suivi et les cours d'eau, les données de l'ANACIM sur les précipitations, les données de l'ANAP sur la démographie. Et ça nous a permis de générer cette carte hein, avec des outils de modélisation qui nous donnent vraiment une image vraiment globale sur l'état du risque au niveau national. Et sur le slide suivant, Olivier, s'il vous plaît. Donc, ça nous a permis de diagnostiquer qu'il y a 29 sites hein, au niveau national qui sont les plus exposés. Donc, sur ces 29 sites-là, ils ne sont pas équitablement, on va dire, entre guillemets, exposés ou de manière plus raisonnée, ils ne sont pas exposés de la même manière au risque. Donc, quand vous prenez le cas de Touba et que vous prenez une autre localité telle que Sadio, de suite, on sait que ce n'est pas les mêmes localités. Et puis, quand on parle d'inondation aussi, il y a toujours cette notion d'enjeu. C'est-à-dire, on parle du risque. Et le risque, c'est la combinaison entre l'aléa, qui est la précipitation, et les enjeux. Les enjeux, c'est tout ce qui est dans l'espace. C'est les biens, c'est les axes de communication, c'est les activités de commerce, le transport, mais c'est aussi les êtres humains, c'est le cadre de vie également. Et à la suite du diagnostic de ces 29 sites, nous avons, sur le slide suivant, hiérarchisé pour trouver les sites les plus exposés, les 7 sites. Les 7 sites, c'est l'axe Dakar-Touba, l'axe Touba-Diourbel, Kaolack-Kaffrine, Tambacounda, Kolda et Matam. Donc, délibérément, nous avons exclu la zone de Saint-Louis parce que dans le cadre pour favoriser l'efficience de la dépense publique, Saint-Louis a été, comment dirais-je, supprimé de la liste, bien qu'il y ait un bon score. Et Ziguinchor aussi, hein, pour anticiper un peu sur certaines questions de participants. Ziguinchor aussi, parce qu'en fait, sur cet espace-là, le bassin versant couvre une superficie d'environ 4000 km². Et il y avait très peu d'enjeux. Donc, pour ne pas être obligé à faire une étude sur un site exposé, certes, mais avec très peu d'enjeux, nous avons, de manière concertée, supprimé aussi Ziguinchor de la liste. Et donc, dire aussi que le choix de ces 7 localités a fait l'objet vraiment d'un partage, d'un comité de pilotage qui a été validé par l'ensemble des parties prenantes. À la suite de ce diagnostic, sur le slide suivant, le groupement a fait venir un avion, c'était un avion bimoteur, donc pour faire les acquisitions aériennes, mais en même temps, faire aussi couplé à du LIDAR. Donc, sur les aspects de LIDAR, hein, ça permet d'avoir une meilleure précision. Je ne vais pas trop insister là-dessus pour ne pas empiéter sur la présentation de Mati qui vient après, qui va beaucoup insister sur ces aspects LIDAR. Donc, là, vous avez les informations globales. Donc, l'opération a permis de couvrir au moins 10 000 km² sur les sites que j'ai énumérés tout à l'heure avec les équipements et aussi d'avoir sur les slides suivants. Voilà, donc là, c'est le détail vraiment des produits que nous avons pu générer. Donc, sur la taille des photos, déjà, on est sur 5 cm. Pratiquement sur les orthophotos, on est sur 50 cm sur les MNT, avec une précision altimétrique de 8 cm. Et donc, sur chaque mètre carré de LIDAR, nous avons au moins 8 points qui sont couverts. Donc, Mati va revenir en profondeur sur ces aspects-là. Et
Olivier. Alors, donc là, c'est juste des illustrations hein, pour vous montrer la précision des images. On a parlé tout à l'heure de 5 cm. Sur cette image-là, vous voyez le bâti qui est là avec les stations de parking. Ça, ce sont nos locaux hein, au niveau de la cité Keur-Gorgui, donc juste au niveau du rond-point. Donc, pour quelqu'un qui est vraiment amené à faire une étude d'impact, si ce site était exposé, il pourra aisément compter le nombre de bâtiments, la hauteur des bâtiments, les services présents, les axes routiers, tous les enjeux qui sont vraiment exposés au risque d'inondation dans la zone. Suivant, s'il vous plaît. Alors, donc ça, je l'ai abordé. Donc, c'est les différents paramètres hein, qui ont été utilisés pour générer la carte sur l'analyse nationale. S'il vous plaît. Alors, donc à la suite des acquisitions, donc il y a eu un travail de terrain supplémentaire qui a été fait pour aller recueillir des points, comment dirais-je, JPD en supplémentaire, des points GPS pour mieux caler tout le traitement. Donc, c'est des points qui sont, comment dirais-je, qui sont non, qui ne bougent pas et qui sont identifiables sur le terrain. Donc, ces points sont recueillis et injectés dans le système pour mieux recaler, comment dirais-je, les informations déjà recueillies et avoir une meilleure précision du résultat. Parce que l'objectif, je pense qu'il faut revenir là-dessus, c'était d'avoir un travail scientifique, un travail reconnu, mais aussi un travail qui sera utilisé par l'ensemble des parties prenantes. Vous allez le voir à la fin que les données sont d'une richesse tellement importante, tellement intéressante, et chacun, selon les déclinaisons métiers, peut utiliser ces données-là. Donc, slide suivant. Alors, donc là, c'est un prototype de modèle numérique de terrain qui a été généré avec les résultats obtenus. Donc, on voit que là, sur le bassin versant, on voit tout le réseau hydrographique, les défluents. Donc là, on a donné la définition du modèle numérique de terrain, mais également sur le bassin versant, comprendre qu'en fait, c'est une zone géographique sur laquelle nous avons un réseau principal avec ses défluents. Et que chaque goutte d'eau qui tombe dans cet espace-là va rejoindre ces affluents et rejoindre l'axe principal pour aller vers l'exutoire du bassin versant. Donc, l'exutoire, c'est le point où toutes les eaux recueillies dans cet espace-là vont converger et aller, ça peut être soit un lac, par exemple, vous avez par exemple à Dakar les lacs Ouï-Ourouaï qui constituent l'exutoire de certains réseaux. Quand vous allez au niveau de Saint-Louis, c'est au niveau du fleuve Sénégal, c'est l'océan Atlantique constitue le fleuve constitue l'exutoire des eaux de ruissellement. Donc, c'est selon vraiment les bassins, vous avez un exutoire qui est défini. Donc, sur le slide suivant. Alors, donc, tout à l'heure, j'ai indiqué qu'il y avait sur la connaissance du risque deux aspects. Il y avait l'aléa, mais aussi les enjeux. Donc, l'aléa, ça concerne aussi tout ce qui est précipitation, tout ce qui est ruissellement des cours d'eau, mais aussi remontée de la nappe. Nous nous sommes posé la question de mettre en place une matrice pour avoir une meilleure maîtrise de l'aléa. C'est-à-dire nous dire si on a à peu près une hauteur d'eau inférieure à 0,25 mètres avec une vitesse d'eau associée, quel est le niveau de dangerosité par rapport à l'aléa. Donc, cette matrice vous donne toutes les informations. Donc, on va de 0,25 jusqu'à 2 mètres avec une vitesse de 0,25 jusqu'à supérieure à 0,50 mètres par seconde. Donc, ça permet, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu la région de Dakar, si vous allez au niveau du rond-point Liberté 6, donc sur cet axe-là, en passant devant Walfadjiri, devant le collège Liban, après chaque pluie, il y a un fort ruissellement. Donc, avec une hauteur d'eau associée et qui converge vers comment dire, la zone de captage. Et le plus souvent, après la pluie, c'est très risqué d'essayer de couper la voie d'eau sur le sens perpendiculaire. En général, les gens attendent que la pluie s'arrête vraiment au bout d'1 heure, 2 heures de temps pour pouvoir emprunter aisément cette route.
Donc, c'est des notions sur l'aléa, mais aussi ça montre aussi tout le travail qui a été fait pour documenter la recherche sur le renforcement de la connaissance. Donc, sur le slide suivant, on a un exemple qui montre la zone de Touba. C'est au niveau de la grande mosquée. Donc, on a pu identifier avec un retour de temps. Indiquer aussi que sur ce travail-là, on a utilisé plusieurs retours de temps. Il y a eu des retours sur 1 an, 2 ans, 10 ans, la décennale, qui est le plus souvent, qui est la plus utilisée, et aussi sur 30 ans, 50 ans, 100 ans et 1000 ans. Et donc, mais au regard du contexte lié au changement climatique, le retour de temps qui vraiment occasionne le plus de dégâts liés aux inondations, c'est la centennale. Le plus souvent, quand on regarde, les anciens vous diront que ça fait quelques années, ça fait plusieurs décennies qu'on n'a pas enregistré autant de pluie. Et donc là, on a, par exemple, sur Touba, on a pu modéliser, quand on recueille une pluie décennale, au niveau de la zone de Touba, les zones qui sont impactées sur ce périmètre-là. Et aussi, donc, sur le slide suivant, donc ça, c'est juste aussi, donc ça, c'est un exemple sur Kolda, sur les écoulements d'eau liés au fleuve de la Casamance. Donc, la deuxième matrice, c'était de dire, maintenant, on a une connaissance plus précise sur l'aléa. On va combiner ça aux enjeux pour avoir une meilleure connaissance maintenant sur le risque. Combinaison, je l'ai dit tout à l'heure, combinaison entre aléa et enjeux. Donc, on associe maintenant les enjeux présents, tout ce qui est bien, avec l'aléa qu'on a décrit sur la matrice précédente. Donc, et il y a deux types de zones. Il y a en zone urbaine et aussi en zone rurale. Donc, quand on a un aléa faible, on l'a indiqué tout à l'heure, sur une zone urbaine, donc on a un aléa faible en zone urbaine, donc le risque est pratiquement modéré, il est faible. Et quand on a un aléa faible en zone urbaine, donc quand on l'associe aux enjeux, donc le niveau, on voit qu'on passe du jaune à l'orange. Et de suite, on passe aussi de l'orange au rouge quand on a vraiment un risque très élevé associé dans une zone urbaine. Donc, le risque est très... Quand c'est rouge, et vous avez la légende qui est en bas qui vous donne toutes les informations concernant sur la matrice. Et ce travail-là aussi, dire que ça a été partagé avec les scientifiques, les universitaires. Je peux en citer 2 ou 3. Je crois qu'il y a le professeur Faye, le professeur Dacosta, et aussi les professeurs Mald, avec tous ses collègues au niveau de l'université Amadou Mokhtar Mbow, qui ont accompagné vraiment la validation avec tous les acteurs, les autres acteurs que j'ai énumérés tout à l'heure, qui ont validé ces outils-là pour dire que vraiment c'est une matrice que tout le monde peut utiliser. Donc, voilà, donc je voulais indiquer juste ça. Et on verra aussi que cette approche-là inclusive dans cette co-construction a permis qu'à la fin de l'étude, les résultats sont aujourd'hui utilisés par les parties prenantes. Et donc aujourd'hui, toutes les parties prenantes qui font des études sur les inondations ou sur d'autres aspects qui ont besoin de la cartographie du risque suppriment cette activité de connaissance. Donc il y a une économie qui est faite sur ce plan-là. Donc slide suivant. Donc on voit sur le slide suivant, c'est des exemples sur, là c'est toujours à Kolda, avec un retour de temps sur 100 ans. Ça c'est sur Touba aussi. Et donc, je n'avais pas prévu de montrer la vidéo, mais on a fait aussi des vidéos d'animation en 3D, donc qui sont, je pense, disponibles aussi sur la page web qui a été mise en place également. Donc, sur le slide suivant. Alors, donc voilà, maintenant qu'on a toute cette manne d'informations, la question qu'on s'est posée, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on doit en rester là, nous dire que c'est bon, on a de jolies cartes, on a une meilleure connaissance de l'aléa, mais aussi quelle stratégie mettre en place pour que cet outil-là soit disponible pour l'ensemble des parties prenantes? Donc, la première étape, c'était d'aller vers les acteurs. À date, hier, je faisais un petit calcul rapide. Je me suis rendu compte pratiquement sur les 18 derniers mois, nous avons fait presque au minimum 18 ateliers sur tout le territoire national. Slide suivant, s'il vous plaît, Olivier. Donc, c'est des ateliers qu'on a fait à Kaolack, à Kaffrine, à Matam, ici à Dakar aussi, à Thiès, à Touba.
Et à chaque fois, on invitait toutes les parties prenantes, hein, toutes les couches, que ce soit l'autorité administrative, les élus territoriaux, les acteurs locaux, pour partager les résultats. Donc, ce partage permet non seulement d'avoir un renforcement de capacité, mais aussi d'avoir une adhésion pour que les gens sachent que ces résultats sont disponibles, existent et qui sont disponibles et qu'on peut les utiliser dans le cadre de leur travail respectif. Suivant, s'il vous plaît. Alors, donc, je l'ai indiqué tout à l'heure, hein, donc aujourd'hui, il y a l'Agence de développement municipal qui utilise toutes ces données-là dans le cadre de le travail sur le projet 2. À la SONES aussi, on a mis à disposition ces données-là pour faire comment dirais-je, le plan directeur d'adduction d'eau. Pour la Sénélec, juste en guise d'exemple, hein, je l'ai mis en bleu pour souligner cet événement parce que l'année dernière, déjà pour ceux qui prennent le terre assez souvent, à un moment donné, il y avait une gare vers un peu après Bargny qui n'était plus disponible parce que la centrale électrique était submergée par les eaux pluviales. Donc, les gens se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des aménagements qui étaient faits dans des zones exposées. Donc, ils sont rapprochés de nos services. On a mis à disposition tous les éléments que nous avons sur la connaissance du risque. Et il y a beaucoup d'étudiants aussi hein, sur les différentes universités du Sénégal, Amadou Mokhtar Mbow, UCAD, et au niveau de Kaolack aussi, qui viennent dans le cadre de leurs travaux de master 1, 2 et de thèse également, pour qu'on les accompagne pour la mise à disposition de ces données-là. Et récemment, nous avons aussi essayé de voir comment on peut mettre à disposition ces données-là dans le cadre de l'IA, de la connaissance vraiment pour avoir une meilleure diffusion, mais aussi pour utiliser ces éléments-là avec les outils modernes qui existent. Aujourd'hui, je pense que quand on parle de connaissance de diffusion, l'IA passe en pole position. Donc, il y a des échanges qui se font avec certains partenaires pour voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Je pense que voilà, donc je pense que globalement c'est ça. Et donc sur le plan du partage, hein, il y a pour avoir une meilleure cible, hein, parce que la cible elle est complexe, elle est diversifiée. On a des académiciens, des chercheurs, des sachants, des moins sachants. Quand je prends par exemple nos tantes, nos oncles qui manipulent très facilement leur téléphone portable, nous avons pensé mettre en place des applications pour leur permettre d'avoir l'information dans le processus d'acquisition d'un bien immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces applications qui sont mises à disposition, si vous allez sur un site que vous voulez acquérir un terrain, il suffit juste comment dirais-je, de demander à l'application de rafraîchir ça et l'application vous dira exactement si ce site est exposé, s'il est exposé, quel est le degré d'exposition et quelles sont aussi les dispositions à prendre. Donc, si c'est en rouge, l'application vous dira de manière vraiment définitive que c'est un site qui n'est pas destiné ou conseillé à usage d'habitation. Donc, vous avez là, c'est disponible sur iPhone, c'est disponible sur Android aussi. Et aussi, sur le slide suivant, nous avons mis en place un géoportail. Voilà, vous le voyez là, c'est le page.sec.gouv.sn où l'ensemble de la cartographie que j'ai présentée tout à l'heure, précédemment, est disponible sur ce site-là. Donc, c'est un site facile, hein, vous avez plusieurs onglets où il vous suffit juste de rentrer pour pouvoir acquérir ces cartes. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours envoyer un message à la direction qui pourra vous accompagner pour avoir des informations complémentaires sur votre requête. Maintenant, quand on parle de données, la donnée, elle est statistique. C'est-à-dire que l'information qu'on a recueillie lors du passage de l'avion en 2021, elle est statique, elle ne bouge plus. Alors qu'à date déjà, on est en 2025, donc ça fait 3-4 ans déjà. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un système d'information géographique. Vous le voyez sur la photo de gauche. Donc, ce système permet, et le serveur, ça c'est la réplique, et le serveur principal est logé au niveau de Sénégal numérique. C'est ce qui permet à toutes les parties prenantes d'accéder au site, mais également via l'intranet gouvernemental, ça va nous permettre d'ici 1 an ou 2 ans de nous poser la question de la mise à jour des données.
Parce que c'est après, d'ici 2 ans, 3 ans, ces données, il faut impérativement les mettre à jour. Rien qu'en prenant un paramètre sur l'occupation de l'espace, on se rend compte qu'il faut impérativement le mettre à jour. Parce que dans 5 ans, rien que sur la zone de Bambilor-Sangalkam, il y aura des occupations qu'il faut renseigner. Et pour le faire, donc, comme ce sera sur des espaces vraiment beaucoup plus modeste que ce qu'on a fait avec l'avion. Nous avons acquis un drone Matrix 350 RTK et nous avons fait la formation avec Sénégal Drone. Donc, au passage, que nous saluons nos professeurs Mati et Chan qui nous ont formés sur l'utilisation de ces appareils-là. Et in fine, donc, ça nous permet d'avoir toutes les informations. Et ce drone aussi équipé d'un lidar, il faut le signaler. Donc, ça va nous permettre dans 2 ans de mettre à jour le système d'information géographique. Et ce travail, nous le ferons concomitamment avec les autres acteurs, avec la NAT, la DGUA, la direction de la construction et l'ANSD et aussi tous les acteurs concernés. Donc voilà, donc en gros, ce slide-là nous permet aussi de passer à la deuxième présentation où Mati vraiment va revenir dans le détail sur tout ce que vraiment cet outil-là qui constitue le drone peut apporter dans la résilience des populations au Sénégal. Donc voici en résumé la présentation, Olivier. Donc je vous rends la parole et voilà, merci beaucoup. Merci Amidou pour ta présentation. Je pense qu'elle a été assez panoramique et a expliqué en gros votre méthodologie, votre approche, quelles sont les entités que vous faites intervenir pour collecter les données, comment vous faites participer aussi les populations justement. Donc on est sur une approche assez participative où avec son smartphone on est capable non seulement de collecter des données, mais aussi d'en prendre pour de meilleures décisions par rapport à quelque chose de plus local sur l'achat d'un terrain, par exemple. Donc, pour passer, vous avez terminé avec justement l'outil de drone pour un autre type de collecte de données. Je vais passer la parole à ma collègue Mati, qui va justement rentrer un peu plus en détail sur la partie drone. So, Font, don't worry, she will go Très bien, far parfait. Merci. in this C'est presentation. parfait. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Okay. Okay. Because we have a number of questions in the chat, so we'll address all the questions after Mati's presentation. Yeah, so we will see it after Mati's presentation, after she finishes. Okay. 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 D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour chers internautes. Merci pour votre participation à ce webinaire qui parle sur le drone et données géospatiales dans la gestion des inondations. Merci aussi notre réseau Flying Labs et notre partenaire DGPI. Donc, pour votre engagement que vous avez dans l'information des données géospatiales et qui nous permet de faire une meilleure gestion des inondations au niveau du Sénégal. Pour cette gestion des inondations, donc, nous avons utilisé les données drone. Pourquoi drone? Parce que pour avoir des données numériques, donc, on part du satellite, c'est-à-dire qui nous permet d'avoir des données spatiales, mais avec de faibles résolutions. À partir des satellites, nous avons aussi, c'est-à-dire des données des avions, c'est-à-dire dans avions et drones. Et ensuite, pour les avions, donc, il y a une résolution qui est moins importante que les drones. D'habitude, si vous avez les avions, donc, ça dépend de l'avantage, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de votre moyen. Maintenant, parfois, c'est un peu cher avec le déploiement de l'avion. Donc, c'est pour cela qu'on part dans les drones pour avoir les données réelles, c'est-à-dire à temps réel. Ce que Amidou a expliqué tout à l'heure. Donc, nous avons les données avions. Maintenant, depuis 2020 ou bien depuis 2 ans, donc c'est statique. Maintenant, ils ont apporté les drones pour avoir des données à temps réel. C'est pour cela qu'ils ont fait une formation assez pointue pour avoir comment utiliser les drones, parce qu'avant de faire une collecte de données, donc il faut savoir manipuler un drone et comment utiliser les drones. Donc, c'est pour cela qu'ils ont fait une formation pour avoir, c'est-à-dire
l'information sur les drones, comment l'utiliser, comment piloter, comment acquérir les données et comment traiter les données pour donner une bonne décision aux décideurs. Maintenant, on avait utilisé des drones, c'est-à-dire que ça, nous avons une matrice qui est matrice 350 RTK, c'est-à-dire c'est un drone qui est tellement précis avec le module RTK. Donc, cette matrice fait partie des drones à multirotor, donc avec ces capteurs qui sont amovibles, donc il peut embarquer plusieurs capteurs. Donc, ici, nous avons utilisé le capteur LiDAR. Donc, pourquoi le capteur LiDAR? Parce que le capteur LiDAR est un capteur qui est tellement pointu avec ses composantes comme la MU, comme c'est-à-dire les EPS, les récepteurs EPS qu'il a dedans, c'est l'ordinateur pour capter les informations que le LiDAR a collectées. Donc, nous avons utilisé le capteur LiDAR L2 pour avoir des données d'élévation précis qui nous permet de faire une meilleure gestion des inondations à partir des modèles numéro 2 de terrain. Donc, voici le capteur LiDAR. Donc, pourquoi on dit LiDAR? Donc, c'est un terme qui est tellement courant actuel. Donc, LiDAR, c'est un acronyme qui est Light Detection and Ranging, c'est-à-dire mesure à distance pour fonder sur l'analyse des propriétés d'un faisceau de lumière envoyé vers son émetteur. Donc, le LiDAR il envoie des informations sur la cible, ses propres informations, par pulsion, et ensuite il recueille ses propres informations. C'est pour cela qu'on dit que le LiDAR, c'est-à-dire est un capteur qui nous permet de collecter les données à tout temps. Quand on dit à tout temps, pendant la nuit, donc, c'est parce que c'est lui qui envoie ses propres impulsions laser. Donc, c'est pour cela qu'il est tellement important de faire, c'est-à-dire utiliser un capteur LiDAR pour avoir des données de haute résolution à tout temps. Donc, c'est une technologie puissante qui offre une large éventail d'applications. Donc, elle devient de plus en plus importante dans le monde où nous utilisons, c'est-à-dire des systèmes autonomes et des images 3D. Donc, quand on dit images 3D, c'est dans les 3 dimensions. On aura dans le plan X, Y et ensuite le Z pour avoir des données en élévation. Donc, on va juste vous expliquer petite slide. Donc, ici, on va juste vous montrer les principes de fonctionnement du LiDAR. Comment le LiDAR fonctionne. Donc, ici, le LiDAR, il fonctionne, il envoie, c'est-à-dire, il est composé d'un laser et ensuite d'un photodiode, c'est-à-dire, il y a des lentilles à l'intérieur. Donc, il envoie ses impulsions au niveau de l'objet et ensuite, il capte l'information, c'est-à-dire réfléchi par l'objet, par écho. Donc, ici, la différence entre LiDAR et la photogrammétrie, c'est ça. Donc, la photogrammétrie, ce sont des valeurs qui sont des valeurs radiométriques. Mais ici, on ne parle pas de radiométrie, on parle, c'est-à-dire, il mesure la distance aller et retour de l'information envoyée. Donc, à part de cela, donc, il enregistre cette information et ensuite, au niveau de l'ordinateur, c'est-à-dire du capteur, donc quand on dit ordinateur, c'est-à-dire au niveau de LiDAR, donc un ordinateur qui enregistre ses impulsions et il garde bien ces impulsions. Ensuite, vous allez utiliser ces informations pour faire le traitement. Donc, il fait la distance et il calcule en fonction du temps écoulé entre l'émission de l'impulsion de laser et la réception de la réflexion du laser. Donc, c'est ça le principe de fonctionnement du LiDAR. Donc, il ne faut pas attendre donc, j'ai telle de résolution à part des données LiDAR. Ici, on ne parle pas de résolution, on parle, c'est-à-dire la distance d'échantillonnage au niveau de chaque diamètre entre les nuages de points. Parce qu'au niveau des LiDAR, on a des réseaux de points. Donc, à part des réseaux de points, donc, on parle d'échantillonnage, on parle nombre densité de points sur chaque mètre carré. Donc, ici, pour un meilleur fonctionnement du LiDAR, donc, il faut avoir ces 4 composantes qu'on a dit tout à l'heure. Donc, l'avion ou le drone utilise l'aircraft, c'est-à-dire pour balayer d'un côté à l'autre, c'est-à-dire la surface de la Terre à partir du LiDAR. Et ensuite, il va utiliser, c'est-à-dire le récepteur GPS, donc il suit la position de X, Y et l'altitude de l'avion. Et ensuite, il suit le positionnement du système LiDAR. Donc, ça nous permet d'avoir des données bien géoréférencées. Donc, à partir des données ou bien des drones à certaines marques, donc, il vient avec des informations bien géolocalisées. Ça ne demande pas d'avoir d'autres données pour faire les géoréférencements à côté. Donc, ça vient avec ces coordonnées
géographiques X, Y et Z. Et ensuite, il utilise l'AMU. L'AMU est extrêmement importante, donc ça permet de stabiliser aussi le drone. C'est-à-dire l'AMU, c'est l'unité de mesure inertielle qui permet de stabiliser l'altitude du drone parce qu'il utilise l'AMU pour stabiliser, c'est-à-dire le drone. Et ensuite, avoir, c'est-à-dire une meilleure élévation des objets. Ça va permettre d'avoir, c'est-à-dire la précision de l'élévation des objets que le LiDAR a collectés. Maintenant, l'ordinateur qui est là, donc, il enregistre les informations captées par le LiDAR. Donc, pour avoir ces retours, les retours qu'on dit, donc, quand on dit LiDAR, on parle de retours, des allers-retours qu'il fait. Il enregistre. Donc, il nous faut, c'est-à-dire le laser, le ZPBAM qu'on a dit, pour avoir cette information qui sont les réseaux de points. Donc, ici, si l'avion passe, donc, vous voyez que ça change de couleur avec des informations parce que les objets n'ont pas les mêmes valeurs. Donc, vous voyez que ça commence à balayer, c'est-à-dire la surface. Donc, vous voyez ici, vous aurez que des nuages de points. Vous ne voyez pas, c'est-à-dire comme l'habitude de la photogrammétrie, on voit, c'est-à-dire la zone avec les bâtis comme tel, avec telle couleur, avec telle couleur. Donc, ici, on peut manier les informations qu'on a obtenues. Ça dépend de ce que vous voudriez visualiser comme information au niveau des données. Maintenant, ici, pour les techniques de mesure, donc, on avait dit, il y a des satellites, il y a des drones, il y a des avions et il y a la partie terrestre aussi. Donc, on peut faire de la collecte de données à partir des avions. Donc, à partir des avions, donc, vous pouvez le faire. Donc, ça dépend des moyens que je l'avais dit. Et ça dépend aussi de ce que vous voudriez comme information. Et ça dépend aussi, c'est-à-dire la superficie. Donc, pourquoi? Parce que quand tu as on part des satellites, donc, on couvre beaucoup de superficie, mais moins de résolution. On part des avions, on couvre aussi plus de superficie que le drone, mais la précision reste. Quand on a des drones, donc, on peut couvrir des petites superficies, mais avec une bonne résolution. Mais ces petites superficies, on peut voir, c'est-à-dire, exemple, je peux avoir 10 000 hectares ou bien plus, mais je ne vais pas utiliser les 10 000 hectares en même temps. Je vais faire des blocs de 10 000 hectares pour respecter, c'est-à-dire le paramétrage de la météorologique, tout pour avoir, c'est-à-dire les données qu'on a collectées sur différents temps, différents jours pour avoir les mêmes informations correctement. Donc, on peut utiliser les drones et ensuite scinder la partie de collecte de données. Et ensuite, on peut utiliser, c'est-à-dire les terrestres qui sont là, c'est-à-dire comme les GPS, tout ça là, au sol, c'est-à-dire pour collecter les données, comme les topographes qu'ils font. Donc, ils utilisent les GPS différentiels, les stations, c'est-à-dire pour mesurer les nuages de points. Donc, ça prend du temps, donc, et aussi, c'est un peu fastidieux. Donc, avec les drones couplés avec des données GPS, parce qu'on ne va pas laisser les données GPS. Toujours, on a besoin des données GPS, c'est-à-dire les ground sampling distance, c'est-à-dire ce qu'on met, les GCP qu'on met sur le sol pour collecter les données avec le GPS différencié, ensuite couplé avec les données LiDAR pour avoir une meilleure résolution. Donc, on ne va pas laisser les espèces viennent toujours, mais pas beaucoup. Ensuite, ici, ce sont les satellites. Pour les satellites, il nous faut, c'est-à-dire des plateformes de collecte de données, mais actuellement, au Sénégal, on n'a pas ces données qui sont disponibles pour collecter les données. Peut-être ce qu'on avait avec la DGPI, avec les avions, mais ça, dans les autres pays, ils ont des plateformes qui nous permettent de collecter les données correctement. Wow. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. C'est vos bonheur. Technique de mesure. Wow. Pour collecter les données, donc LiDAR, donc comment il le fait? Donc il envoie, on a dit tout à l'heure, des émissions d'une pulsation laser. Donc il envoie des données laser et ensuite il enregistre ces signaux, c'est-à-dire rétro-diffusés par la cible. Donc il lui envoie, c'est comme les automobiles. Donc il éjecte des rayons lumineux sur l'objet, il le voit. Maintenant, l'objet réfléchit les rayons qu'on lui a envoyés et ce que le drone va enregistrer. Donc, il fait des mesures de la distance, c'est-à-dire
de temps de déplacement et de la vitesse de la lumière. Donc, il envoie des signaux, il mesure la distance. Et ensuite, il fait une récupération de la position et l'altitude de l'avion. Pourquoi position et l'altitude? Parce que ce qui nous intéresse ici sur le lidar, donc c'est l'altitude de l'objet, c'est-à-dire la position, le positionnement Z qu'on a besoin. Parce que si pour les autres capteurs, donc parfois, il y aura des... Sur les données, ce n'est pas tellement précis par rapport au lidar qui nous permet d'avoir, c'est-à-dire le relief, c'est-à-dire le sol nu. Il n'y a pas d'air, pas rien. Donc, c'est à cause du lidar qu'on aura ça avec son AMU. Et on peut faire des calculs de la position précise des échos. Parce que quand on dit écho, donc, il y a parfois avec les lidars qu'on a actuellement, il y a des lidars qui ont 3 échos. Ils viennent sur le sommet de l'arbre au milieu, mais pas carrément en bas. Maintenant, il y a des capteurs qui ont 5 échos, qui font collecter des informations du début jusqu'à la fin, jusqu'à en bas du sol pour avoir, c'est-à-dire des informations. Et ici, donc, tout ce qu'on avait dit, donc, sont des outils. Donc, les outils, on va les appliquer dans des domaines. Donc, on peut l'appliquer dans le domaine de la topographie. Donc, ça, c'est une donnée de base qu'on peut avoir. Tous les domaines d'application pour utiliser cette information pour faire des implantations. Ça, c'est le modèle numérique de terrain comme la topographie. Quand on dit modèle numérique de terrain, c'est-à-dire le relief nu, son objet surfacique. Maintenant, on peut avoir, c'est-à-dire la cartographie forestière, cartographie forestière et agriculture. Cartographie forestière et agriculture, on peut utiliser, c'est-à-dire le lidar, pour avoir, c'est-à-dire la hauteur des objets au niveau de l'agriculture, parce qu'on a besoin parfois de la hauteur et le diamètre des arbres, c'est-à-dire surtout ceux qui font, ceux qui travaillent sur la séquestration du carbone. Donc, on a besoin de ces informations, les hauteurs, les diamètres, pour voir donc, le carbone qui a été séquestré dans cette zone, qui est très important pour le changement climatique. Maintenant, pour les domaines d'application, donc ici, donc, on va parler des avertissements des inondations. Donc, ici, dans l'application, donc, domaine d'application comme l'hydrologie, donc, on peut utiliser ces données de numérique de terrain qu'on a ici avec les lidars, donc, pour sortir des informations comme les nuages de points, les bassins versants, les réseaux hydrographiques à partir de cette information qui est là. Ça, c'est une information clé pour faire un système hydrographique, c'est-à-dire pour faire une meilleure gestion des inondations. Maintenant, les produits qu'on peut avoir, donc à partir des données, donc on peut avoir des nuages de points bien classés et non classés. Donc, ça dépendra de ce que vous voulez comme résultat. Des modèles numériques de terrain, donc on fait des applications hydrologiques. On peut avoir des modèles numériques de surface. Quand on dit modèle numérique de surface, c'est le modèle numérique de terrain plus les objets surfaciques. Quand on dit modèle numérique de terrain, c'est le relief seulement et sans objet, tout nu. Ensuite, des imageries d'intensité qui nous permettent d'avoir des occupations du sol et voir mesurer l'intensité, c'est-à-dire du rayonnement. Et des courbes de niveau pour avoir les zones, la valeur des zones hautes et des zones basses à partir des données lidar. Maintenant, ici, on a dit que pour avoir ces nuages de points, donc comment on peut les avoir? Donc, à partir des satellites, donc, on peut faire sur des plateformes qui sont disponibles, de collecter les données nuages de points, mais à faible résolution, à faible échantillonnage et densité. Par exemple, si vous le voulez faire à partir des données drones ou bien des avions, donc on fait une planification, c'est-à-dire de la zone, pour collecter les données correctement. Donc, avec des logiciels de collecte de données, c'est-à-dire avec les logiciels de collecte de données, comme par exemple les télécommandes. Donc, vous allez faire une planification, bien délimiter la zone et faire un bon paramétrage. Maintenant, avant de faire des collectes de données, donc c'est toute une mission derrière. Donc, il faut bien planifier votre mission, c'est-à-dire faites votre maintenance de votre appareil. Il ne faut pas se lever pour dire que je vais collecter les données. Évaluez votre zone, c'est-à-dire évaluer les risques, variation des risques de la zone. Ça nous permet de collecter les données dans de meilleures conditions. Maintenant, pour ces données qu'on a collectées, utiliser les appareils planifiés, donc on peut sortir des résultats. Comme ici, nous avons un réseau hydrographique d'un bassin versant. Donc ça, c'est au niveau de Bambilor qu'on avait fait un cas d'étude
cas d'utilisation, c'est-à-dire pour voir, c'est-à-dire les zones hautes, les zones basses et le réseau d'écoulement. Donc, comme l'ami l'a dit, donc, pour toute application qu'on peut faire, c'est-à-dire dans la gestion des inondations, il nous faut, c'est-à-dire un bon modèle numérique de terrain. Ils ont un modèle numérique de terrain de 2 mètres avec les avions, mais imaginez avec les drones, on dit que des modèles numériques de terrain centimètres jusqu'à des 5 centimètres avec des nuages de points d'échantillonnage, c'est-à-dire qui sont de 20 centimètres. Donc, parfois, donc, c'est tellement précis avec les drones. Et à temps réel, tu peux avoir, c'est-à-dire votre collecte, faites vos études diachroniques de toute la zone. Maintenant, ici, nous avons un réseau hydrographique avec le bassin versant, c'est-à-dire ici, on a l'écoulement de l'eau qui va en amont jusqu'à en aval ici, c'est-à-dire l'exutoire. Donc, ici, si vous voyez, donc même ici, on a le lac qui est là. Donc, le lac nous montre que c'est nos réseaux hydrographiques, c'est-à-dire les données collectées et traitées avec les logiciels, ça confirme que le réseau hydrographique est bon parce que ici, c'est vers l'exutoire, comme l'exutoire peut-être un lac ou bien, c'est-à-dire une confluence, c'est-à-dire pour là où se déversent les eaux à partir, c'est-à-dire des lignes de crête, il y a les eaux se divisent à partir des lignes de crête et suivent l'exutoire. Donc, ce qu'on est en train de matérialiser ici au niveau de Bambilor. Donc, ici, la partie rouge, ça nous montre que les zones hautes vers les zones basses. Donc, ici, c'est le lac Rose qui est là. Maintenant, à partir de ces données, si on est en train de matérialiser ici, c'est quoi? C'est-à-dire les bassins versants. Ces lignes sont des frontières naturelles dessinées par le relief. Donc, c'est le relief qui dessine ça, les lignes naturelles et issues ces lignes naturelles pour voir où se trouve l'exutoire. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure gestion, c'est-à-dire des inondations. Et ici, nous avons, c'est-à-dire le bassin versant se délimite par des lignes de partage des eaux entre les différents bassins. Donc, ça, sont données au niveau données satellitaires qu'on a ici en train de matérialiser ici. Maintenant, pour les données drones qui sont là, donc ça, ce sont les lidars avec les nuages de points, les points cloud. Donc, on peut les coloriser, ça dépend de ce que vous voulez comme information, ce que vous voulez sortir comme information. Donc, on peut les coloriser, ça dépend au niveau de RGB pour sortir la végétation, le sol nu qui est là, ou bien ça, les artefacts, on peut les classifier, ça dépend pour sortir tout ce qui est objectif et laisser seulement le relief. Ça aussi, ça nous montre qu'à partir des données, donc on peut sortir, vous voyez, ici le relief seulement, sans les objectifs passifs. On peut carrément éliminer les objectifs passifs. Vous voyez, tout ce qui est bâti, tout ce qui est l'élévation, c'est-à-dire de la végétation, les arbres, donc vous pouvez l'avoir, ici sont là. Et ça, c'est le terrain nu avec les cuvettes, tout ça. Donc la zone basse, c'est-à-dire en bleu, ça nous montre que sont les zones basses, en rouge, les zones hautes, jaune, moins élevées. Donc, à partir des données qui sont là, donc on peut faire plusieurs applications. Ce n'est pas seulement pour faire des drôles, mais on peut faire plusieurs applications avec ces données. Maintenant, ça, c'est un MNT, tu as un espace de surface présentant l'élévation du terrain. Donc, ça nous permet de voir, c'est-à-dire les zones hautes, aussi les zones basses, donc à partir de l'ombrage de l'MNT. On peut aussi faire des analyses hydrologiques à partir de ces données, des modélisations et sortir des bassins versants. On peut faire aussi des analyses volumiques pour calculer le volume, c'est-à-dire des cuvettes ou bien des volumes qui sont remblés, ou bien faire sortir des reliefs et l'analyse du paysage à partir de ces informations qui sont là. Maintenant, à partir des modèles numériques de terrain, on peut avoir les courbes de niveau. Donc, si tu as un modèle numérique de terrain, donc seulement les couleurs te disent ça c'est haut, ça c'est basse. Mais à partir des courbes de niveau avec les codes, c'est-à-dire les valeurs, donc on peut voir telle couleur, c'est rouge, donc c'est la partie peut-être haute. Donc, à partir des couleurs, on ne peut pas se fier seulement sur les couleurs pour dire que ça c'est haut, ça c'est bien. On peut changer les couleurs. Mais quand tu superposes avec des données, courbes de niveau, des données shapefile, des courbes de niveau, donc ça nous montre que ça, c'est la partie haute avec telle valeur. Donc, vous dites avec les valeurs qui sont là, vous montrez que donc, ça, c'est tel. Vous générez directement des nuages de points, mais la précision des courbes de niveau dépend aussi de la précision de votre donnée source, comme les images des modèles de terrain. On peut faire des cas d'utilisation à partir des courbes de niveau, on peut faire des analyses visuelles, planification et construction à partir des courbes de niveau pour faire une meilleure planification.
Maintenant, ça, ce sont les données LIDAR qui sont là. Donc, on a fait aussi sortir à partir des données LIDAR, c'est-à-dire le réseau hydrographique pour montrer aussi l'écoulement. Donc, juste pour confirmer ce qu'on a fait au niveau des satellites, mais à partir des données là sont beaucoup plus précis, qui va de 29 à 40 mètres d'altitude, avec les données LIDAR qu'on a utilisées. On a utilisé le L1 qui est là. Ça sont les données LIDAR de NASA de 12 mètres. Donc, la précision reste par rapport aux données drones qui sont là. Donc, on ne peut pas laisser les données satellitaires, on ne peut pas laisser les données avions. Donc, ça dépend de ce qu'on voit. Donc, ici, si on a une grande zone, donc on peut faire ça au niveau des données satellitaires ou bien les données avions. Et ensuite, on utilise les drones, c'est-à-dire pour confirmer, valider ce qu'on a obtenu avec les données des avions pour voir, c'est-à-dire le meilleur résultat de ce qu'on a obtenu comme traitement. Maintenant, ça, c'est l'image d'intensité. Pourquoi l'image d'intensité? Ça vient sous format noir et blanc. Donc, ce noir et blanc, ça nous permet aussi de bien classifier notre zone. On peut l'utiliser, c'est-à-dire pour faire la classification de l'occupation du sol, ou bien délimiter les surfaces imperméables. Donc, quand on dit gestion des inondations, donc on a besoin de savoir où sont les surfaces qui sont imperméables, donc où sont, c'est-à-dire les surfaces qui la filtration est tellement faible. On va faire, c'est-à-dire le géoréférencement et l'extraction à partir de cette image, ou bien caractériser la zone. Donc, l'image d'intensité, donc c'est un raster qui est créé à partir des mesures de réflectivité des nuages de points. Maintenant, donc, pour toutes ces informations qu'on a obtenues, donc on a besoin, c'est-à-dire une technologie de pointe pour faire sortir toutes ces informations, pour prendre des meilleures décisions, pour aider nos décideurs à prendre de meilleures décisions. On ne peut pas construire, on ne construit pas, on ne fait pas. Donc, nous, on leur donne des données numériques qui se basent sur ces données pour faire construire ou bien aider les populations pour sortir dans ces aléas. Maintenant, avec ces données géospatiales, ça nous aide aussi de prendre des bonnes décisions. Donc, ici, ça nous montre les zones inondées. Donc, ici, on peut utiliser aussi d'autres capteurs, comme les capteurs thermiques, c'est-à-dire pour voir les personnes qui sont à l'intérieur. Parce que les capteurs thermiques, ça nous permet de détecter c'est-à-dire la chaleur, parce que les corps qui dégagent de la chaleur, on peut les détecter. Par exemple, s'il y avait des personnes à l'intérieur, donc, ils ne peuvent pas sortir, on ne peut pas les voir. Mais si tu survoles avec ton capteur thermique, donc, vous voyez que, c'est-à-dire la silhouette des objets te dit tel capteur jusqu'à 37 degrés Celsius. Donc, ça, peut-être, c'est la personne. Parce que si on analyse la température, ça nous dit que cette corps-là, c'est tel ou tel ou tel. Et on définit, c'est-à-dire l'objet qui est là-bas, ou bien si c'est une personne ou quelque chose. Donc, on peut planifier, prendre des vidéos, tout, et intervenir, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers aux gens, ils viennent le plus rapidement possible pour aider les gens qui sont sinistrés là-bas. Donc, c'était l'objet de cette présentation, c'était juste pour vous montrer que les données drones avec le capteur LIDAR, donc c'est possible d'avoir des données à temps réel pour prendre de bonnes décisions, c'est-à-dire pour faire une meilleure gestion des inondations. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Donc, je vais laisser M. Olivier présenter. Merci Mathie pour ta présentation. Merci pour votre patience. Ça a été un peu plus long que prévu. Vous savez, les techniciens, quand ils sont pris de passion, voilà, on ne peut pas facilement les arrêter, mais nous espérons que toutes ces informations ont été très, très bénéfiques pour vous. On a relevé pas mal de questions aussi sur le chat, dont on commencera à répondre une par une. Mais on privilégiera quand même que vous puissiez intervenir réellement pour ceux qui aimeraient poser leurs questions et afin qu'on y réponde. Donc, Fawn, do you want to say something before we start to respond No, No. go ahead. Okay, so I will remove I will stop sharing my screen. Okay. Voilà, donc, alors, je ne sais pas, c'est le moment des questions et réponses. Nous avons vu qu'il y a des commentaires, des questions écrites, mais s'il y en a qui aimeraient voilà, un commentaire, des questions, etc., on vous écoute. C'est maintenant, vous pouvez prendre la parole. Je ne sais pas si on procédera par lever la main ou je pense qu'on est quand même assez nombreux.
peut-être lever la main et on vous donne la parole au fur et à mesure. Merci. Parce que Monsieur Olivier, je pense qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. On pourrait voir avec Serigne Soda. Au moins, après, on pourra passer derrière pour compléter. S'il peut déjà, le temps que voilà, qu'on ait des participants. Mais Serigne, dès qu'il y a un participant qui lève la main, on laisse la primauté à ceux qui interviennent directement. Voilà. On a déjà la question de Goran Sar. Goran Sar, vous pouvez prendre la parole. Allez-y. Merci. Allô, vous me recevez bien? Très bien, merci. Ok. Alors, bonjour à tous. Merci déjà d'avoir organisé ce webinaire. Et merci à tous les intervenants d'avoir fait des présentations aussi qualitatives. Alors, moi, j'assiste à ce webinaire en ma qualité d'architecte. Je représente la société Daofis, qui est une agence d'architecture et d'urbanisme espagnole, mais qui a aussi des bureaux au Sénégal. Donc, c'est pour eux, avec eux que je travaille. Et moi, j'assiste à ce webinaire dans le cadre d'un projet que nous avons, qui est celui d'un master plan à Diourbel. Donc, on est sur une opération de restructurer et de proposer un master plan durable pour la ville de Diourbel. Et donc, moi, j'aimerais savoir dans quelle mesure les représentants de la DGPI et du PGIS sont prêts à nous accompagner dans cette démarche et de quelle façon on peut partager les données, notamment topographiques, dont nous avons besoin pour nous assurer que notre master plan prend en compte tous les risques d'inondation. Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est par rapport aussi à Madame Mati qui a fait la présentation des outils techniques. J'aimerais savoir aussi dans quelle mesure vous êtes prêts à nous accompagner dans la collecte de données, car il est possible que nous ayons besoin de données plus précises sur la région de Diourbel. Voilà, donc je suis disposé à partager avec toutes les personnes intéressées, éventuellement, présenter le projet qu'on fait actuellement, qui est un projet d'architecture et d'urbanisme. Et j'aimerais pouvoir être en contact avec les personnes du PGIF et de la DVP. Donc je pense à M. Konaté et M. Madiké Sissé. Merci beaucoup. Ok, je pense qu'il y a le directeur qui se propose de répondre sur Diourbel. D'accord. Merci à Goran pour votre question. Nous allons répondre et au fur et à mesure, nous prenons les questions suivantes. Monsieur le directeur. Merci beaucoup. Donc, Goran, c'est vrai, hein, ce projet-là, j'en avais discuté longuement avec l'actuel maire, hein, comment ça s'appelle, Malik Fall. Il m'en avait parlé avant même que nous réhabilitons l'année dernière les bassins de Marché Ndoumbe Diop, le bassin de Kercher, etc. Donc, on a fait l'année dernière beaucoup de travaux phares à Diourbel. Et c'est pendant ces travaux-là que le maire m'avait abordé pour me dire qu'il a un master plan avec les Espagnols. Et depuis lors, je lui disais que nous sommes ouverts et c'est ce que nous voulons. D'ailleurs, Diourbel fait partie des zones pilotes que nous avons étudiées. Et parmi les 7 zones pilotes que nous avons étudiées, Diourbel en fait partie. Et malheureusement, on a déjà fait un atelier de restitution des données cartographiques au courant du mois. Je ne me rappelle plus, Amidou peut-être va y revenir. Mais nous avons déjà fait un atelier de restitution de la cartographie et ce qui se passe à Diourbel est inédit. Aujourd'hui, on est en train de se focaliser à Touba, à Dakar, mais le pire est à venir à Diourbel si rien n'est fait. Ouais, ça, au moins, la cartographie nous a donné tous les éléments nécessaires pour comprendre que Diourbel est assis sur une bombe en termes de lutte, en termes de catastrophe inondation. Donc, vraiment, je pense que votre requête est la bienvenue. Nous sommes ouverts à cette collaboration avec vos partenaires espagnols pour qu'au moins les données que nous avons, Amidou l'a dit, nous continuons à réitérer, ces données-là ne nous appartiennent pas, c'est pour l'État du Sénégal. Tout ce que nous en voulons, c'est que les gens peut-être aient au moins un esprit de collaboration entre nous. Voilà en gros ce que je pourrais dire sur Diourbel pour vous dire qu'on est au courant de ce projet-là et on les attend depuis presque 1 an pour entrer en contact avec eux et finaliser ensemble le projet. Merci. Si Amidou peut compléter également. Oui. Merci, M. Sissé, pour votre réponse. Je pense que c'est l'essentiel. Hein. Je pense que voilà, il a indiqué, les résultats de la cartographie ont montré que pratiquement à Diourbel, sur le signe, le lit mineur même est occupé. Donc, il y a de fortes inquiétudes sur ça.
qu'il faut prendre en compte et nous sommes disposés. Je pense que voilà, peut-être que je vais le marquer dans le chat. Vous pouvez toujours envoyer, après on pourra en discuter. Voilà, comme ça, puis voilà, on verra comment on peut travailler ensemble. Merci. Très bien, merci. Bon, alors, ce n'est pas exclusivement des partenaires espagnols, hein. Je tiens à souligner que ce projet-là fait l'objet d'un comité de pilotage, donc il inclut tous les directeurs des services techniques, présidés par le gouverneur, donc au niveau de la région, et aussi par le préfet, et que c'est le fruit d'une collaboration entre l'Espagne avec les experts et Dakar, Dakar avec le côté institutionnel, mais aussi les experts locaux de Diourbel. Et voilà, donc ça fait vraiment l'objet d'un comité de pilotage qui prend en charge ce projet. Donc c'est une approche intégrée et multisectorielle. Ouais, s'il y a autre main, ouais. Oui, j'allais dire que j'allais mettre aussi sur le chat les liens pour que vous puissiez contacter, que ce soit la DPGI, Sénégal Fly Labs, bref, tous les acteurs qui sont là. Et vous pourrez nous contacter. Je mettrai ça dans le chat, je le fais là tout de suite. Si vous avez répondu à la question, si c'est bon pour Monsieur Goran, on passe au prochain. Je pense que c'est Bakary Dabo. Merci. Merci. Moi, je voudrais me réjouir vraiment d'avoir participé de cette initiative que vous avez organisée. Et là, ça me permet de me rendre compte qu'en fait, dans mon pays, on travaille, quoi. Et puis, je ne croyais pas qu'il y avait aussi toutes ces compétences-là dans ce pays-là. Et ça, c'est tout à l'honneur du Sénégal. Alors, moi, j'ai participé à ce webinaire parce que tout simplement, je suis le président d'un conseil de quartier qui est vraiment, qui a des défis énormes en termes d'inondation dans notre quartier. Et dans notre quartier aussi, nous avons essayé d'avoir, par exemple, disons, un truc interquartier, quoi. Moi, je voudrais juste savoir comment est-ce que, par exemple, au niveau local, on pourrait, par exemple, utiliser les données que vous avez pour essayer de trouver des solutions pour notre... Vous pouvez préciser le quartier? C'est le quartier de Zac Mbao, la cité SD technique, adossée à Binal et autres, quoi. Voilà. Et donc, je voudrais savoir, donc, comment est-ce qu'on peut, est-ce que, par exemple, les données là que vous recueillez vont jusqu'au niveau des quartiers afin que nous puissions les utiliser en ce qui concerne, par exemple, nous, notre localité. C'est ça, c'est assez important. La deuxième question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les services de l'État ont fait sienne de toutes vos conclusions afin de, par exemple, aujourd'hui, par exemple, tout simplement réglementer et légiférer sur les futurs projets d'aménagement et d'habitation qui vont se faire. Et enfin, donc, une petite préoccupation personnelle, la DGPI, nous nous remercions parce que dans notre quartier, dans notre groupe de quartier, il a fait là-bas un ouvrage qui est le bienvenu, cet ouvrage-là. Mais nous nous étonnons un tout petit peu que jusqu'à présent, ça n'a pas été réceptionné. Le truc approche, l'hivernage approche. Les quartiers environnants sont en train de sont en train de se cotiser pour, par exemple, trouver les solutions pour se connecter à ces réseaux. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas la DGPI pour venir faire la réception, pour nous mettre à l'abri. C'est ça. Merci. Merci. Aminou,